Hey, wow! Il y avait Oh, le début, là. Il fait Wow! chaud là, il fait chaud là. incroyable, ça sort avec du hype. Ben, bienvenue tout le monde. On est ici sur la chaîne One Soccer. C'est moi, Alexandre Garuzic. J'ai le plaisir d'être avec Nilton George et Sofiane Benzaza pour une émission très, très spéciale. C'est le pilote, épisode numéro 1 du Bouclier canadien. Le premier épisode à 100% en français sur One Soccer. C'est une émission qu'on va parler du soccer canadien à différents niveaux. On a bien sûr les 3 équipes MLS, la CPL, on a les équipes nationaux, plein de sujets dans le monde canadien. Nous allons les couvrir à 100% en français. Premièrement, bienvenue tout le monde. Et Nilton, Sofiane, je vais commencer avec toi, Nilton. À quoi as-tu hâte avec cette émission? J'ai tellement hâte que cette émission-là commence. Ça fait une semaine là, que je suis un peu énervé à la maison. Il faut dire que ça fait quelques semaines, moi, que je suis énervé avec Sofiane avec cette idée-là. Il disait, ça serait cool. Hein? Il y a du stock en français pour le foot canadien. On a besoin peut-être un peu de sérieux d'Alexandre parce que quand moi et Sofiane, on commence à jaser, un show de 15 minutes devient un show d'1h15. Donc, on a hâte que ça commence. On a beaucoup de stock, on a beaucoup d'idées. Sofiane, est-ce qu'on va. Pas de Netflix ici. Ici, on parle Non, juste de foot on canadien. parle pas de Netflix, on parle de foot canadien. Il y a quelques références de Netflix culturelles évidemment, mais c'est 100% canadien sur le foot, le soccer canadien, c'est super important. Des entrevues, on aura des débats, on aura plein de choses différentes par rapport à ce qu'on fait déjà. Vous connaissez Nilton, vous connaissez Nilton et moi comment on est. Vous connaissez évidemment Alexandre, éditeur à One Soccer aussi. Donc One Soccer en français, n'ajustez pas votre son, c'est en français. Ok, je vous garantis là. Je m'appelle Nilton. Nilton. Il s'appelle Sofiane. Voilà, ça c'est pour les anglophones. Voilà. Maintenant, on a la partie anglophone est faite. Donc c'est ça, on a hâte là. C'est comme on a dit, c'est pour le moment, c'est une émission à toutes les 2 semaines pour commencer, pour les 6 premiers épisodes. Donc on a hâte de faire ça. Puis on a besoin de vous, hein, ceux qui nous écoutent, de vraiment laisser des commentaires, liker la vidéo, partager le premier épisode qui va être publié. Et puis c'est important pour prouver à One Soccer qu'ils ont fait le bon choix pour faire du contenu francophone sur le chaîne. Donc on a hâte que vous soyez là avec nous pour toute la saison et même pour les années à venir. N'oubliez pas, là, laissez des commentaires. On va toujours regarder les commentaires. On va essayer de vous répondre. Si jamais vous avez des idées d'invités, des sujets peut-être qui ça fait longtemps que vous voulez entendre parler sur la chaîne de One Soccer, c'est là pour ça. On vous écoute. On va vous lire, puis partager, c'est la clé. Si ça fonctionne, on va pouvoir en faire de plus en plus du contenu français. Et puis, on a accès à du contenu, des vidéos de soccer canadien. Légalement maintenant. Donc, on peut. Comme vous venez de voir l'introduction, le hype vidéo, il y avait des Québécois, des francophones qui ont marqué des buts, donc c'est super. Donc, on a hâte. Alexandre, un plaisir de travailler avec toi. On a hâte. Ah, ça, c'était le fun de savoir ça avec toi, Alexandre. C'est pas qu'on n'aime pas les autres, mais on t'aime quand même beaucoup. C'est un projet de fierté pour moi aussi, le fait que je puisse faire un show en français. Je sais que mon père va être très content que je puisse. Bonjour à papa. Pour commencer, on a du bonbon. C'est épisode 1. On ne pouvait pas commencer sans un petit bang. On est très heureux d'accueillir le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, pour une conversation pour notre épisode 1 du Bouclier canadien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de souhaiter le bienvenue à un invité très spécial au Bouclier canadien. C'est le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Olivier, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. J'espère que tout passe bien sur ton côté. Bonjour à vous trois et merci beaucoup aussi pour votre invitation. Merci à toi d'être là. On apprécie beaucoup. Avec plaisir. Olivier, merci d'être là. Tu sais, tu connais mon amour pour les règlements, construction d'effectifs, recrutement et ses rumeurs et tout ça. Mais tu mentionnes souvent que ça prend un certain temps d'adaptation pour un joueur qui arrive en MLS. Ça se passe comment pour un directeur technique? Arriver pas seulement en MLS, le football nord-américain, est-ce que ça demande aussi une adaptation sur la construction d'un effectif? Bien sûr. Après, moi, je peux parler seulement de ma personne. Je peux pas savoir les ambitions et ce que les autres directeurs sportifs étrangers acceptent de venir en MLS. C'était pourquoi leur venue? Moi, j'ai toujours été attiré par les sports américains. Donc, j'aime bien la NBA, j'aime bien les autres sports. Et ça m'a toujours attiré. Et pour moi, venir en MLS, je savais que j'avais pas toutes les armes pour venir. Donc, c'était une obligation dans mon contrat et dans les discussions que j'avais avec Joey Saputo, avec
Kevin Gilmore à ce moment-là et Walter Sabatini, bien sûr, qui me connaissaient de l'Europe pour me faire venir ici. C'était important pour moi d'avoir une personne, et cette personne, c'est Vassili Kremanzitis qui m'a accompagné directement depuis que je suis arrivé. Et maintenant, c'est devenu non seulement une personne très compétente, mais un ami, et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est certain que si je n'avais pas eu cet appui dès le départ, j'aurais été en difficulté parce qu'il y a quand même plusieurs règles parfois qui sont difficiles à comprendre, même si tu la lis 10 fois de suite. Et donc, il y a des règles où tu te demandes même le pourquoi de cette existence. Et c'est vrai que tu dois te accepter et aller vite quand même à comprendre ces règles-là parce que la MLS, c'est particulier. Et à chaque fois qu'il y a des renégociations de CBA et tout ça, ça rechange. Encore maintenant, ça va changer un petit peu. Donc, il faut toujours faire le update, comme pour les téléphones, comme pour les ordinateurs. Donc, c'est un peu comme ça. Mais honnêtement, je ne sais pas si un jour je retournerai en Europe, mais c'est certain que mon bagage de directeur sportif est beaucoup plus large maintenant, ou la vision des choses du football est beaucoup plus large maintenant après ma venue ici en MLS. Avec ton rôle de VP, parce que tu n'es pas seulement directeur sportif, tu chapeautes tout le département foot de l'équipe. Je t'entendais dernièrement dire en entrevue que la particularité de la MLS, c'est que tous les joueurs aspirent à du haut niveau. Puis le haut niveau, c'est l'Europe. Comment tu gères qu'un jeune qui n'est pas encore rendu à son premier contrat pro, là, qui est en académie, comment tu gères sa volonté qui pourrait arriver tout d'un coup, tout de suite de franchir le palier, d'aller en Europe? Est-ce qu'on a ce qu'il faut au Canada, au Québec, pour maximiser le potentiel d'un joueur sans nécessairement quitter le pays, là, comme ça se faisait peut-être ici à l'époque de Patrice Bernier? Est-ce qu'à Montréal ou au Québec ou au Canada au grand complet, c'est possible de maximiser ce potentiel? Je pense que oui. L'important, c'est déjà, moi, je suis arrivé en octobre 2019 et depuis ce temps-là, je vois mon fils, il joue ici à Laval, un club qui est aussi partenaire avec nous. Mais je vois vraiment les jeunes qui s'améliorent d'année en année. Donc, il y a évidemment par rapport à l'Europe, les structures. Comme mon fils à l'entraînement en Belgique, il y avait des vestiaires, il prenait sa douche après l'entraînement. Ça n'existe pas ici. Donc ça, c'est vrai qu'on est un petit peu en retard à ce niveau-là. Mais tout ce qui est qualité d'entraînement, suivi psychologique, physique aussi, ils ont les montres pour voir les statistiques, les GPS, ça commence déjà très jeune. Je ne pense pas que ça existait ça avant dans le football amateur ici au Canada. Donc, c'est bien la preuve que petit à petit, ça avance. Après, pour ta question avec éviter des départs vers l'Europe, déjà, c'est important de savoir si ton joueur il a un passeport européen de ses parents. Parce que ça ouvre la porte encore plus facilement. Ouais. Si ce n'est pas le cas, il ne peut pas partir avant ses 18 ans. Donc, c'est à nous, moi je parle de mon club, le CF Montréal, d'absolument être meilleur. Et on s'améliore. Est-ce qu'on est parfait? Pas du tout. Mais on essaie d'avoir maintenant un bassin de jeunes, de reconnaissance de joueurs, même des joueurs qui jouent dans les clubs dans les alentours de Montréal, où on a une liste de noms qu'on préfère encore les laisser chez eux pour qu'ils continuent à grandir, mais on les suit chaque week-end pour ne pas les faire venir chez nous après un an et les faire partir parce qu'on trouve meilleur. Ce n'est pas ça le but. Si tu fais déplacer une famille pour venir chez toi ou un joueur, le but n'est pas de le prendre et 6 mois après de le faire partir. Ce n'est pas une boulangerie avec des pains au chocolat que tu vends et c'est pas ça. Quand les parents font des sacrifices énormes, et je le sais parce que surtout ma femme doit le faire parce que moi je suis souvent sur la route avec l'équipe, mais tu as 4 ou 5 fois par semaine le soir des entraînements pour ton jeune, et si tu as 2-3 enfants, si tu dois te sacrifier, c'est beaucoup de temps des parents, et les enfants se rendent compte seulement plus tard, parce que même moi, je me rends compte de ce que mon papa a fait pour moi maintenant, parce que je le fais pour mon fils ou ma femme, mais c'est certain que nous, comme club, on se doit d'avoir le maximum d'informations sur les bons joueurs de la région de Montréal, et je crois que notre arme principale pour le moment, c'est que ces petits jeunes-là qui viennent au Stade Saputo, qui voient Sirois dans les buts, qui voient Mathieu Choinière, qui voient Saliba, tous les jeunes joueurs connaissent, l'histoire de Koné qui est un peu particulière, ben ça ouvre la porte, et quand ton rêve n'est pas seulement de voir Messi à la télé, c'est de voir aussi des joueurs québécois qui ont la chance de jouer en MLS et partir vers l'Europe après. Ça veut dire que ton chemin peut passer par la MLS, par le CF Montréal avant de te retrouver à ton rêve européen, qui honnêtement est peut-être même le meilleur chemin pour te forger ton caractère de professionnel. Parfois, quand tu passes trop vite, trop haut, tu te brûles, et je peux vous le dire qu'en Europe, il y a tellement de jeunes bons joueurs que là, tu risques vraiment de faire 6 mois et de revenir ici et d'être déçu et de peut-être arrêter de jouer au football. Donc, ça serait dommage. Il vaut mieux parfois ne pas sauter les étapes et vraiment de prendre. Et si tu peux
continuer à grandir proche de ta famille, tant mieux. Et le jour où tu auras une offre pour partir vers l'Europe, nous, le CF Montréal, on ne s'est jamais caché, et notamment moi, d'être le premier supporter à essayer de t'ouvrir la porte pour atteindre tes objectifs. Olivier, tu as un peu fait un clin d'œil sur les changements qui s'en viennent en MLS, sur ce qui vient à les règles. Je suis un peu curieux. Bien sûr, les nouvelles règles, on a vu des reportages que ça va être une expansion des joueurs sous 22 ans, plus de j'aime sur les ventes de transferts auparavant. Juste pour un peu, par curiosité, tu n'as pas besoin de commenter genre sur les changements directement, mais comment c'est important de voir ce type d'ambition de changer les règles, surtout avec l'arrivée Messi et tout, l'attention qu'il y a sur la construction des équipes et si c'est trop restrictif ou non. Ben, le point important, c'est que malheureusement, je ne peux pas encore en parler, mais en parler précisément, mais je vais en parler quand même parce que je crois que la direction que la Ligue prend, c'est important pour l'image extérieure. Donc, il y a de plus en plus de joueurs européens qui ont envie de venir vers la MLS, pas seulement les grandes stars qui sont venues comme Zlatan, comme Beckham avant pour aider la Ligue à s'étendre. Maintenant, je crois que la Ligue est déjà connue. La seule chose, c'est d'augmenter le niveau. Et on voit que la plupart des règles, quand même, c'est pour élargir surtout la venue de jeunes joueurs talentueux. Évidemment, tu auras toujours un DP en plus ou n'importe quoi, mais je veux dire, nous, on a encore 2 spots DP qui sont disponibles. Donc, ce n'est pas que tous les clubs utilisent. L'important, c'est peut-être d'entendre que tu as cette place-là pour prendre des U22 de qualité qui risquent de coûter de l'argent, bien sûr, parce que maintenant, ça coûte de plus en plus cher les jeunes grands joueurs talentueux. Mais ça veut dire que la Ligue est quand même de plus en plus ouverte à s'étendre sur le talent pour pouvoir faire grandir et augmenter le salary cap aussi, ça c'est important pour pouvoir avoir une équipe qui est plus homogène au niveau des salaires, parce que il y a certaines équipes dans la Ligue qui sont avec 2-3 grandes stars, mais peut-être à côté d'eux, des joueurs de moins bonne qualité, et ces 2 joueurs de grande qualité ont du mal, parce que tu es à 11 sur le terrain, et si ton coéquipier ne comprend pas, n'a pas le IQ football nécessaire, parce qu'ils ont 2-3 joueurs avec des salaires minimum juste à côté d'eux, ça n'aide pas la Ligue non plus. Donc, tu préfères avoir des joueurs, si on pouvait avoir presque tout le monde en salaire TAM, comme ça on comprend un petit peu où je veux en venir, proche de cela, ta Ligue sera meilleure, ça c'est sûr et certain. Justement, en termes de prix, efficacité, prix, argent, on va au développement. Puis la Canadian Premier League vient de commencer sa première semaine. Vancouver FC, Atlético Ottawa, Forge FC et Pacific FC ont gagné leur premier match, donc félicitations. Et justement, le lien avec toi et le CF Montréal, c'est que le développement d'un joueur ne se termine pas après son premier contrat pro, notamment. C'est une évolution, un développement. Puis d'après toi, comment tu perçois l'importance de la CPL pour le développement des joueurs, surtout que le club a une relation très forte avec la CPL depuis un bout? Oui, après, je sais que les mauvaises langues vont dire parce qu'on n'a pas d'MLS Next, on est obligé de se retourner vers eux, ce qui est vrai aussi. qui est vrai aussi. Mais je vais aussi expliquer pourquoi, pour moi, il n'y a aucun problème là-dedans, parce que tu ne peux pas, et j'espère que les jeunes de mon académie vont pas, ou les parents ne vont pas mal prendre mes paroles maintenant, mais tu n'as pas 250 talents là chez nous. Tu as des bons joueurs, tu as des profils qui vont devenir professionnels. Chez nous ou ailleurs, nous, on est fiers aussi quand un joueur plus tard peut aller à l'université et être drafté plus tard. C'est l'important pour la famille Saputo et pour nous, c'est de donner l'éducation sportive et d'accompagner des joueurs à faire leur rêve, c'est-à-dire de faire du football. Mais nous, par rapport à la CPL, quand on a des talents qu'on a pu signer et qu'on peut s'appuyer sur le fait de prêter, comme on a fait Sirois, comme on a fait Shonrea, comme maintenant avec Matteo Scavoni aussi, quitter un petit peu le cocon familial, de partir un petit peu, d'habiter loin de sa famille, c'est aussi important pour eux de pouvoir devenir des adultes en dehors du terrain. Ça forge le caractère. Moi, je vois bien, même Matteo qui est revenu de Bologne, c'est une autre personnalité. Jonathan Sirois, il a fait des bons, non seulement sportivement, mais au niveau du mental aussi. Je l'ai déjà dit dans une interview, pour moi, la période la plus importante, peut-être pour lui, a été quand il s'est retrouvé sur le banc à Vellore, lors de sa 2e année. Donc, il avait été élu gardien de l'année la première année. La 2e année, tout le monde pense que tout va aller facile. Gardien de l'année avant, il s'est retrouvé sur le banc. Et j'ai jamais téléphoné à Vellore pour pourquoi il ne jouait pas, parce que justement, je me suis dit, ça, c'est le moment parfait pour lui, parce qu'il va apprendre que c'est quoi d'être sur le banc et de pouvoir
être bon chaque week-end pour garder son poste. Et c'est ce qui s'est passé après quand il a la chance ici. Donc oui, moi, je m'appuie beaucoup sur le championnat CPL. Et je répète, pas seulement parce qu'on n'a pas l'MLX Next. Je crois que c'est d'un bon niveau pour aider nos jeunes à se développer. Et si nous, on peut aider aussi les clubs CPL à avoir des joueurs de qualité à moindre prix, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on paye les salaires, ou une grosse partie des salaires. Et voilà, c'est du donnant-donnant. Et quand ils nous rendent nos joueurs meilleurs, c'est ça qu'on a besoin. En attendant de voir la série Netflix sur comment vous avez signé Joel Waterman, je switch un peu vers la relation Canada-MLS, justement. Tu parles souvent, tu as un budget restreint relatif par rapport à certains clubs qui sont un peu aristocrates ou oligarques un peu. Mais il y a quand même une restriction en termes de couverture médiatique autour des clubs canadiens, incluant Montréal, par beaucoup de spécialistes américains. Justement, le coach Vanni Sardini à Vancouver a déjà fait sa sortie. On va jouer un clip pour que tu vois ce qu'il avait dit. I think it's normal in a way. At the end, the MLS, it's an American league and the product is American and probably 90% of the fans are American. So, the league in terms of communication and promote sometimes what is, again, at the end, it's a commercial entity and they're trying to promote what they're trying to do. Like, I'll give you an example that doesn't, I would say, it's not about that. So I can be even without bias. Like, they went crazy last year for how Columbus was playing and call it this Nancy ball with Wilfred. But Wilfred was doing the same when he was in Montreal, and he didn't have the same recognition when he was in Montreal. So that's a little bit of that's just a nugget of an example that we need to go above and beyond. Est-ce que tu es d'accord tu as déjà parlé un peu, tu avais des sorties par rapport au ranking de la MLS, comment on percevait les Américains. Oui, c'est les Américains. Et puis là, tu as un allié à Vancouver. Vous pourrez vous chatter en italien si vous voulez, si tu veux, Olivier et Vanni. Mais est-ce que tu as l'impression que les clubs MLS canadiens passent sous le radar pas en termes de la Ligue, parce que la Ligue, elle travaille avec tout le monde, mais tu as l'impression que une sorte de victimisation ou c'est plus une perception qu'on a? Je peux dire oui et non. Honnêtement, au début, quand je suis arrivé, j'avais un petit peu peut-être la même sensation que lui. Après, quand on a fait la saison 2022, où je le rejoins un petit peu moins, quand il dit quand même que maintenant, il reconnaît ce travail de Will à Columbus. Will a quand même été aussi cité dans les 3 entraîneurs de l'année quand on était en 2022 ici à Montréal. Donc, c'est la preuve qu'ils ont quand même reconnu le travail qui a été fait ici. On avait été reconnu en tant que club aussi dans la Ligue à faire des bonnes choses. Donc, oui, je peux comprendre que les clubs américains ont peut-être plus l'attention de certains médias américains, ce qui est normal au fait. C'est normal. Mais nous, je ne pense pas qu'on doit s'arrêter à regarder combien d'articles est sur nous. Ou ça. À la limite, moi, je préfère même peut-être être un petit peu, j'ai déjà dit, le petit poussé, à être le petit inconnu, pas trop de pression sur nous. On dit qu'on va être dernier, tant mieux si vous pensez qu'on va être dernier. Après, est-ce que nous, on doit mettre la barre plus haute pour se mettre la pression tout seul? Ça, c'est la bonne question. Je me souviens des réflexions que j'avais dit l'année dernière, que mon premier but n'était pas de gagner la Ligue, mais c'était de gagner chaque match, parce que je trouve que ça serait un petit peu hautain de ma part de penser à gagner la Ligue. Mais évidemment qu'on veut gagner le plus de matchs possible, mais je voulais surtout mettre un petit peu moins de pression sur mon staff et sur mes joueurs. Mais regarde, par rapport aux médias américains, je crois que c'est tout à fait... C'est un jeu normal. Ça, c'est un peu comme vous, peut-être, vous parlez plus des équipes canadiennes. C'est normal. Vous êtes ici du CPL. Moi, à la limite, si les clubs américains regardent moins la CPL, tant mieux. C'est à moi d'aller chercher les bons Canadiens, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin des passeports canadiens. Et puis même, on a remarqué que depuis un certain nombre d'années, depuis que je suis arrivé, il y a quand même beaucoup de Canadiens sur le terrain. Et l'histoire de Joël, Sofiane, que tu parlais, il faut savoir que le tout premier match que j'ai été scouté quand je suis arrivé, c'était la finale de la CPL à Forges. Forges contre Cavalry, c'était la première année de la CPL, je pense. Et c'était pour voir Joël. Il y avait même un autre joueur aussi de Forges, même 2 joueurs de Forges qui m'intéressaient à ce moment-là. Et Joël a eu la carte rouge après 25 minutes. Donc, c'était ce match-là. Un long voyage pour pas grand-chose. J'avais été à Toronto, c'est pas si long que ça là. C'est pas Montréal, mais c'est exactement le premier match que j'avais regardé en live en tant que scouting ici pour mon équipe. Si je voulais le voir en live, je l'ai vu 20 minutes.
Mais et c'était bien pour moi s'il était un peu surpris quand je l'avais contacté pour la première fois. Même ici, je vais vous avouer que dans le club, quand un des premiers joueurs que j'ai voulu contacter, c'est un joueur de CPL, ils se sont dit, OK, il m'avait expliqué que le budget est restreint, mais il ne faut pas toujours aller chercher des joueurs de CPL, mais ça a été. Et je suis honnête avec vous qu'on a besoin de Joel Waterman, on a besoin de style de joueurs comme ça que tu donnes la chance à quelqu'un qui joue à un niveau inférieur. Et il faut essayer de l'imaginer. Il faut essayer de l'imaginer dans ton équipe et l'imaginer avec un certain nombre d'entraînements où l'intensité est plus haute, des conseils et un simple joueur qui joue plus bas, parfois tu peux le faire monter de niveau assez facilement. C'est ce que j'ai fait aussi en Belgique. Et Joël est devenu vice-capitaine chez nous. Il a été à la Coupe du Monde. Donc c'est bien la preuve que les joueurs qui jouent dans la CPL peuvent avoir aussi des rêves qui peuvent se réaliser. Parfait, saison de Netflix. C'est booké déjà. Merci. Merci Olivier. J'ai d'autres épisodes, hein, si vous voulez. J'ai beaucoup d'autres. Ouais, j'imagine que tu dois avoir des fichiers pleins de C'est bon. d'histoires. Olivier, juste pour continuer sur ce thème-là, sur la sélection canadienne, dans le passé, Don Garber, il communique que pour lui, l'amélioration des sélections canadiennes et américaines, c'était un grand but de MLS de former des joueurs qui puissent aider. Bien sûr qu'on a vu avec le CF Montréal que quand même, il y a eu un bon impact des joueurs comme Joël, dernièrement Jonathan, Samuel Piet, etc., qui sont des joueurs qui sont venus très importants dans la sélection. On commence à un peu goûter ceci. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Don, vu dernièrement les performances de la sélection canadienne et le rôle que les équipes canadiennes ont joué dedans? Mais oui, parce que c'est clair. C'est clair qu'il suffit de voir le progrès. Moi, je me souviens quand il y a eu le tirage au sort pour la Coupe du Monde des groupes et que la Belgique est tombée contre le Canada. Évidemment, j'ai eu beaucoup de journalistes belges qui m'ont contacté et moi, j'avais prévenu, il ne faut vraiment pas croire que ça va être un match facile. La Belgique a gagné, mais la Belgique méritait de perdre ce match-là d'ouverture de la Coupe du Monde. Donc, moi, j'étais moi-même dans le stade et c'était un beau match à voir. C'était bien parce que j'étais un petit peu, je voyais des joueurs à moi face à des anciens coéquipiers. Parce que quand mon dernier match que j'avais été repris, moi, en équipe nationale, il y avait Thibaut, il y avait Thibaut Courtois, il y avait Eden Hazard, il y avait presque tous ces gens-là étaient encore avec moi. Donc, moi, j'étais le vieux là à ce moment-là, mais eux, ils avaient tous 19 ans et 20 ans. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer ces joueurs-là et jouer face à mes propres joueurs de Montréal. Donc, c'était intéressant pour moi de voir comment Alistair, comme les autres joueurs, allaient réagir. Et c'était une belle expérience, mais je crois qu'évidemment, par rapport à les paroles du commissaire, que ce soit même US et Canada, ça se voit. On voit encore le match il n'y a pas longtemps contre le Mexique. Les Américains ont fait une bonne prestation. Ça devient un côté du monde qui n'était pas trop connu au niveau du soccer / football. Mais je crois maintenant que petit à petit, c'est deux nations qui sont respectées au monde, au niveau mondial et ça ne peut faire que s'améliorer. Et moi, je le vois aussi avec mes intentions à moi et au club pour ce camp de préparation. On a eu 7 ou 8, peut-être 9 même jeunes joueurs de l'académie qui sont venus s'entraîner à tour de rôle dans l'équipe première. Le plus jeune, c'était Sergei, qui était en 2008. Donc, c'est très, très jeune. Et il a tiré son plan. Et la preuve, c'est que Laurent Courtois, lors du match face à Minnesota, je pense, si je ne me trompe pas, lors de préparation, il a laissé commencer le match. Donc, il a 15 ans, là, il a joué avec nous. Saliba, quand il est revenu, parce qu'évidemment, il y a toute la période Covid, mais c'était aussi 16 ans, à peine 16 ans, 15 ans. Et on voit, et moi, je suis persuadé que la meilleure école pour eux, pour nos jeunes, c'est de venir s'entraîner un maximum avec nous. Est-ce qu'ils sont prêts? Bien sûr que non. Mais l'intensité aux entraînements, tu ne peux pas l'acheter. C'est vraiment quelque chose de… Ça n'a rien à voir avec les contrats, ça n'a rien à voir avec combien ils gagnent ou le prochain contrat, c'est vraiment l'expérience pour eux. Et ces jeunes-là qui viennent avec nous, ils ont les yeux grands ouverts à pouvoir côtoyer les Saint-Piet, les plus vieux et les plus jeunes, en fait. Ceux qui voient le samedi au Stade Saputo ou ailleurs, ils ont la chance à 15 ans de venir s'entraîner avec nous. Et je suis passé par là. Et quand tu as ça, pour moi, c'est les meilleures victoires pour eux. Après, c'est à eux, évidemment, à continuer l'expérience. Mais tous ces jeunes-là que je viens de citer, ils sont repris avec les U17 du Canada, avec les U20. Donc, je crois que c'est la philosophie qu'on a voulu mettre en place. Je ne suis pas étonné de voir les 4 joueurs qui ont été appelés la dernière fois avec Mauro Biello, les 6 qui avaient été à la Coupe du Monde. Et je ne parle même pas de Kamal, là, qui sont encore là maintenant, mais qui sont les anciens joueurs passés par ici.
il faut essayer aussi de, comme j'expliquais avec Joël, c'est notre façon de voir les choses, ou peut-être ma façon là à ce niveau-là, mais Kamal Miller qui était latéral gauche à Orlando, moi je l'imaginais défenseur central. Joël Waterman, on s'est dit si on joue une défense à 3, ça peut être quelqu'un d'intéressant parce qu'il a sa première passe, sa première relance qui est plus qu'intéressante. Après, est-ce que Joël a la vitesse du Usain Bolt? Bien sûr que non, on le sait, mais c'est pour ça qu'il faut des joueurs à côté de lui qui sont un peu plus rapides. Mais voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et quand Kamal est arrivé, que je lui ai expliqué pourquoi on a voulu faire le trade avec lui, parce que je ne l'imaginais pas, ses positions de latéral gauche, je l'imaginais là. Il était enchanté parce que lui-même voulait être défenseur central. Ouais. Quand on a pris Georgi Mihailovic, qui n'est pas canadien, c'est lui expliquer dans quel rôle il va jouer. Et on l'imaginait vraiment numéro 10. À Chicago, il était souvent à gauche et à droite. Et c'est ce que je fais aussi avec les jeunes de l'académie. Quand ils viennent, évidemment, pour eux, ce n'est pas toujours évident parce que quand tu as un groupe de 35, de 30 joueurs, parfois, ils sont sur le côté. Et il y en a certains qui sont fâchés d'être sur le côté, de ne pas s'entraîner, d'être même à côté de moi pour quelques minutes. Et je leur dis, c'est justement les minutes les plus importantes. Regarde, tu es là, regarde le mouvement de la personne qui joue à ta place pour reproduire le même mouvement après. C'est ce que le coach veut voir. Donc, quand ils sont dans le jeu, dans le feu de l'action, ils ne vont peut-être pas toujours réfléchir au mouvement que l'entraîneur a demandé parce que c'est l'excitation. Quand le jeune est à côté, Ismaël Koné, vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai dû lui parler parce qu'il devenait fou avec le ballon à côté de moi. Il me dit, moi, j'ai envie d'être avec eux. Je dis, ça va venir. Et ça, c'est la plus grosse chose que je dois faire passer comme message, c'est qu'il faut être patient. Et quand le talent est là, quand tu es fort, ça ne sera plus l'âge. Si tu es fort, tu vas être sur le terrain. Mais si tu es impatient et que tu provoques les choses, que tu as un entraîneur qui va se dire, écoute, il y a quand même des règles de vestiaire à pas franchir ou à manque de respect vis-à-vis de tes anciens, peut-être qu'il va faire exprès de ne pas te faire jouer. Donc, sois patient, écoute, ouvre grand les yeux et les oreilles aussi pour écouter les conseils. Et le jeune joueur qui est bon, il va être sur le terrain. Et on le voit, on a des jeunes joueurs qui jouent, qui rentrent parce qu'ils sont patients. Et après, quand tu as un petit peu d'impatience et parfois des mauvais caractères, ben là, il faut gérer. Comme dans tout, ça reste un équilibre. Exact. Olivier, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'était énormément apprécié. Tu as fait tout le parcours qu'on voulait passer. Fait que, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite la bonne chance pour la prochaine séquence de match à Stade Saputo, bien sûr. Merci beaucoup. Merci avec encore. un peu de soleil. Essayez de commander du soleil, il faisait froid un peu. Ça manque parce que tu sais, quand les joueurs partent 2 mois en Floride, moi je suis avec eux, moi ça m'arrange pour être au soleil. Là, mais moi, j'ai pas accès à la même loge que toi. C'est excellent. Merci Olivier. Merci Olivier, bonne continuation. Également, bye bye. Merci. Bye. Conversation très intéressante avec Olivier Renard. Il a bien passé de plein de sujets. CPL, CF Montréal, mais surtout à la fin, la sélection canadienne. À ce moment, c'est un moment très important pour la sélection. Il cherche un nouveau entraîneur. Pour le moment, il y a l'entraîneur en chef à l'intérim, Mauro Biello, le Québécois, une légende au Montréal. Mais pour ce moment, il cherche un nouveau sélectionneur et il a été reporté cette fin de semaine par notre collègue Christian Jack à One Soccer que 2 noms qui est en considération. C'est Tommy Wilden Jr. de Cavalry FC en CPL et puis aussi Bobby Smirniotis de Forge. Ça, c'est les 2 noms qui sont dans la course. Bien sûr, on en connaît d'autres. Frank Lampard, son nom a été reporté en Angleterre. On a vu Thierry Henry, on a vu Hervé Renard, mais on va focuser sur Smirniotis et Wilden Jr. parce qu'ici, dans notre cours d'arrière, juste une question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on en pense de la rumeur qu'on voit Smirniotis et Wilden Jr. et surtout, est-ce qu'on peut-être pense que les habiletés de Biello a l'acquis, le fait qu'il a une expérience, il a coaché en MLS, il est maintenant avec la sélection canadienne pour 5 ans. Est-ce que c'est juste une question avec le fait qu'ils veulent du changement, est-ce que son nom est mis un peu plus bas? Parce que je pense que si on enlevait le fait qu'il est déjà dans ce poste-là, il ajoute quand même de l'expérience qui peut-être est un peu oubliée dans cette discussion. Peut-être, Nilton, je vais commencer avec toi. Ces noms-là, c'est pas une grosse surprise d'entendre les 2 noms, les 2 plus gros noms de la CPL. Bobby, en plus, à Montréal, on est habitué. Là, ça fait 2 changements d'entraîneur qu'on entend Bobby comme candidat possible en MLS. Ça fait du sens d'avoir ces noms-là, mais
je l'ai tweeté, oui, puis c'est pas un manque de respect pour les coachs, loin de là, mais est-ce que c'est vraiment un upgrade par rapport à Moreau? C'est des coachs différents. Les deux ont réussi. Un a remporté le Shield, l'autre a remporté le trophée des playoffs, et il est là depuis très, très longtemps. Mais Mauro Biello aussi a beaucoup d'expérience. Mauro Biello est allé chercher des expériences que les deux de CPL n'ont pas. Mauro Biello a coaché des Didier Drogba, a coaché des vétérans, des étoiles internationales. Est-ce que les deux coachs de CPL qui arrivent comme ça avec la sélection canadienne va avoir rapidement le même genre de respect que Biello peut avoir? Peut-être que non, peut-être que ça va prendre du temps. Ouais. Est-ce qu'au niveau tactique, ils peuvent apporter des éléments différents de Biello? Peut-être. Mais tant qu'à changer, est-ce que la sélection canadienne n'est pas mieux d'aller chercher un profil beaucoup plus étoffé que deux coachs de CPA? Exact. Fait que moi, quand je vois ça, je fais OK, partir de la conversation pour comparer, ça vaut la peine. Prendre un de ces deux coachs-là au lieu de Mauro Biello, pour moi, c'est du kiff-kiff. Je suis d'accord avec Nilton. La bonne nouvelle, c'est que Canada Soccer diversifie son pool de candidats. Bonne nouvelle, quand tu diversifies, tu as le temps de réflexion, tu as plus de choix, plus de perspectives. Et je rejoins Nilton par rapport à qu'est-ce que des coachs CPL, qui sont des bons coachs, ramènent comme marge de progression à une sélection qui est à la Copa América dans moins de 2 mois. Dans 2 mois, c'est short. Et est-ce qu'ils vont partir tout de suite, quitter leur club CPL, ou est-ce qu'on pense une perspective post-Copa América et la Coupe du Monde? Maintenant, parmi les profils, les gros profils, le plus intéressant hors CPL, c'est Hervé Renard. Il coche toutes les cages. Mais si on regarde sur Wilden Jr. puis Spinotis, peut-être il y a un côté tactique, peut-être les joueurs ne sont pas fans de Mauro Biello. Je ne sais pas si ça ressent, c'est que peut-être Mauro Biello n'est pas proche des joueurs côté tactique, je ne suis pas sûr. Mais en termes de gestion émotionnelle et psychologique, ils sont passés par des difficultés qu'on n'a jamais eues qu'à Toronto, c'est une catastrophe, pour ensuite, à Trinidad, vraiment se libérer pendant la Copa América. Donc, un sélectionneur, c'est pas seulement un tacticien, c'est pas tout le monde qui c'est pas tout le monde qui regarde de lance. Oui, vas-y. Rendu là, Sofiane, si Mauro Biello, après avoir été coach MLS, a accepté le rôle d'assistant dans une sélection, est-ce que c'est envisageable ou est-ce que ces coachs-là seraient ouverts à l'idée de travailler avec Mauro Biello parce qu'il apporte des éléments supplémentaires? Non, il y a ça aussi, parce que j'avoue, c'est rare que j'ai vu en sélection, je ne connais pas toutes les sélections du monde, où un assistant va devenir par défaut le sélectionneur principal. Genre, l'assistant, en fait, c'est des coachs, hein. Ils se suivent les uns les autres, puis ils suivent le sélectionneur dans d'autres sélections ou dans d'autres clubs. Donc, et c'est une option on avait parlé de coach Pierre avec Nilton. On se disait, oui, peut-être Biello serait peut-être l'assistant ou le coach associé à un sélectionneur qui serait plus un manager, et puis Biello serait un entraîneur. Avec un rôle très différent. C'est intéressant parce que Biello, quand même, il lègue quelque chose d'important, puis il perd cet héritage qu'il a travaillé dessus depuis 2018-2019 avec John Herdman. C'est peut-être bête de perdre toute cette expérience parce qu'on veut un grand nom, on veut remplacer par un autre coach canadien qui peut-être ne garantit pas une valeur ajoutée tant que ça pour justifier le changement. C'est un débat intéressant. Le Canada est dans la cour des grands maintenant, depuis John Herdman et la Coupe du Monde. C'est une période super importante. C'est là, ouais. ça va décider pas seulement de la Coupe du Monde, là, parce qu'après ça, l'effet Coupe du Monde avec un choix de sélectionneur, ça peut transformer une génération au complet. Donc, la décision, on sait que la fédération est en mouvance. Présentement, beaucoup de choses à décider. Mais la première décision de cette fédération-là, elle est clé. Là. Ça va être hyper intéressant à suivre les prochaines semaines et mois. Ben, c'est ça, c'est exactement pourquoi c'est tellement clé, parce qu'on est à un moment où, bien sûr, il y a un Copa América qui s'en vient, il y a une Coupe du Monde garantie dans 2 ans. Et c'est vraiment pourquoi c'est difficile de voir, par exemple, avec Mauro Biello, est-ce qu'il est le bon sélectionneur pour ce que cette équipe a besoin? Parce qu'il y a 2 ans de clé. C'est là vraiment où je suis un peu bloqué, parce que je pense que quand même, Mauro Biello, c'est un bon coach, et on oublie peut-être ceci dans des discussions. Je pense ce qu'il a montré ce dernier camp où il y avait un grand match, un match important, un des matchs plus importants dans l'histoire de l'équipe Trinidad et Tobago. Il est allé, il a fait des décisions très difficiles dans la sélection. C'est sûr que c'était pas facile. Je pense qu'il a montré quand même un certain courage, on va dire, de faire ceci. En même temps, on peut dire que ce qu'on a vu en termes de performance de l'équipe canadienne, c'était pas une performance dominante, c'était pas une performance
où on a vu le Canada montrer genre un niveau tactique qui aurait... C'était juste le talent qui a gagné. Mais c'était mental aussi, parce que on arrive d'une séquence assez désastreuse pour le Canada. On est sur une pente descendante, et là, c'était surtout un enjeu mental. Et Mauro Biello a fait des statements forts. Il a mis Crépeau comme gardien. Il a sorti des vétérans. Il a fait des choix, Biello. C'était, selon moi, la première fois qu'il y avait l'étampe Mauro Biello sur Team Canada. C'était pendant ce match-là. Pas facile, mais ils sont sortis quand même avec un résultat fort. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on est capable vraiment de juger de la capacité de Mauro Biello de devenir ce sélectionneur à long terme. Mais c'est difficile de juger en Copa América aussi, là. Quelles sont les attentes de Mauro Biello et la sélection face à l'Argentine, le Chili et le Pérou? À voir, on aura une discussion, on a le temps d'en parler d'ici juin. Mais comment on évalue un sélectionneur quand des sélections, contre qui tu n'es jamais habitué à jouer, qui connaissent la compétition mieux que toi? C'est un défi intéressant. Le Canada est vraiment dans comme a dit Nilton, un moment très intéressant, important. Puis, ce show-là est sorti vraiment au bon moment. C'est le meilleur timing pour ce show-là. Je pense que voilà. Likez tout de suite, laissez des commentaires là. Dites Sofiane a raison, Nilton a raison, Alexandre a raison. On va liker. C'est ça. Mais bref, c'est exactement ça. Il y a une bonne séquence de matchs qui s'en viennent. Mais on va voir, juste parce qu'en fait, sur le côté Biello, pour moi, bon coach, mais je me demande si c'est juste le bon moment, parce que ce qu'on a vu en termes ce qu'il a amené, c'était un bon vibe. Genre, on a vu les vidéos, ça souriait pour la première fois depuis un bout. Genre, les gens étaient contents, mais ce qu'on a vu, genre, sur le terrain, ça me rappelait un peu de ce qu'on a vu avec Herdman. Et ce qu'on a vu avec Herdman, c'est pas une mauvaise chose. Ils sont allés à une Coupe du Monde, il y avait un bon vibe, mais on est un peu à un moment où on peut se questionner, est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin? Pour moi, j'ai un peu le vibe que c'est bon coach, mauvais moment. Et c'est là où c'est intéressant de voir les noms qui sont dans la discussion. Et c'est là où je veux un peu terminer cette discussion. On voit Simeon Otis, on voit Wilden Jr. Donc, on va oublier les résumés. On voit le profil. Genre, Wilden Jr., d'après ce qu'on a vu à Calgary, c'est un motivateur. Mais tactiquement, ces équipes de Calgary, ils proposent toujours des choses intéressantes. Ils sont flexibles. Des fois, ils jouent des défenses à 4, des défenses à 3. Ils utilisent des tactiques diverses. C'est intéressant. Même chose avec Smirnotis. Est-ce que c'est peut-être bon de voir ces types de profils? Parce que ce que j'aime dans ceci, c'est OK, peut-être ils vont pas être les sélectionneurs, mais au moins, on montre du respect à ce qu'on a dans notre cour d'arrière, parce que des fois, en foot canadien, on oublie ce qu'on a. On est toujours, on va chercher à l'extérieur. Quand on oublie, on a des bonnes astuces. Et I guess, est-ce que c'est bon qu'ils voient ce profil-là, au moins que le fait qu'ils soient dans la discussion, peut-être, ça va être des managers avec le même profil, avec une différente expérience. Est-ce qu'au moins, c'est une bonne piste à partir avec? Ouais, ça, c'est sûr, parce que ce qui a manqué au club, les premières critiques face à cette sélection-là après la Coupe du Monde, c'était le manque un peu de tactique ou peut-être d'adaptation en cours de jeu. Ou d'évolution. Tout était basé sur le mental. Beaucoup était basé sur le mental. Donc, c'est normal que la fédération regarde. Mais quand on va à 100% tactique, on commence à perdre aussi ce qui nous a amené là. Fait que comment trouver le bon mix? C'est pour ça que je me demande jusqu'à quel point on serait capable de convaincre soit un Bobby, soit un Weldon de venir travailler avec Mauro Biello pour avoir vraiment un match parfait, parce que les acquis de Mauro Biello, ça va être très, très, très difficile d'aller chercher ça si rapidement. Mauro Biello connaît un peu la dynamique de l'équipe. C'est pas facile de composer avec des stars comme Davies qui essayent des fois de surjouer. Quand il y a un coach comme ça qui arrive de CPL, quel est le genre de relation? C'est choisir un peu son poison. Est-ce qu'on veut la tactique à 100% ou la mentalité, motivation à 100%? Exactement. 100%. Et puis, c'est sûr, on va voir plus de noms. Je suis sûr qu'on va voir des noms avec des grosses réputations qui peuvent venir gérer avec des joueurs comme ça. Combien d'argent qu'on a? Combien d'argent? C'est ça la clé. Combien qu'on a pour payer un coach? C'est ça le budget. C'est les questions fameuses. Mais pour terminer cet épisode, bien sûr, dans une semaine, on a le championnat canadien. On ne va pas trop passer approfondi parce qu'il y a plein de matchs. Mais juste pour commencer, pour finir l'épisode en feu, à le moment, il y a les Whitecaps de Vancouver qui ont gagné les 2 dernières éditions. Ils semblent être les favoris pour faire une troisième. Ou est-ce que c'est trop
trop à dire ceci. Et le CF Montréal vient de jouer un superbe match cette fin de semaine. Bien sûr, je suis sûr de Toronto FC, de John Herdman. Ils auraient quelque chose à dire dans ceci. Ouais. En CPL, Ottawa, ils ont certains du talent dans leur équipe. Est-ce que c'est trop tôt de dire Vancouver les favoris du championnat canadien? C'est un peu par défaut parce que c'est l'équipe la plus haute, entre guillemets, au Canada. Mais ils n'ont pas été catastrophiques comme Toronto l'an dernier, Montréal en transition. Je pense que, à moins que Sartini devienne très, très hautain et très, très cocky, comme on dit, pardonnez mon anglais, je pense que Vancouver est favori pour le moment, par manque de matchs joués en CPA, en championnat canadien. C'est à voir, mais honnêtement, je ferai attention à Toronto FC puis le mental de Herdman. Même s'ils ont perdu Insigné pour un bout, je pense qu'il y a un côté mental à ne pas oublier que John Herman, le succès de John Herman vient avec la psychologie et la gestion des joueurs et du moral. Donc, il faut faire attention. C'est une coupe nationale. Il y aura de l'émotion, il y aura des derbies, il y a aussi des rivalités. Vancouver est favori, mais je pense que les 3 clubs MLS canadiens auront leur mot à dire. Rien n'est écrit encore. Puis, je pense que Toronto-Montréal auront leur mot à dire, ça c'est sûr. C'est mon opinion par rapport à ça. Ouais. Ben, pour Montréal, c'est une priorité de l'organisation. C'est toujours mentionné comme quoi le championnat canadien, c'est un trophée important. C'est peut-être une espèce de fast track pour avoir du succès. Le championnat canadien, c'est sûr, mais pour Montréal, c'est important. Mais moi, là, moi, je veux voir. Moi, je veux voir des petites équipes gagner. Moi, je veux voir des surprises dans ce championnat canadien. Je veux voir une équipe semi-pro de Ligue 1, Ontario, Ligue 1, Québec gagner un match. Moi, je veux voir CPL faire tomber une équipe. Les coupes nationales, c'est ces petites histoires-là. Après, Ouais. c'est peut-être des conséquences négatives parce que ces équipes-là se retrouvent en CONCACAF Cup, puis là, on paraît moins bien. Mais si c'est toujours les favoris qui passent, que Vancouver, c'est le no-brainer. Ça devient un championnat un peu moins intéressant. Pour les belles histoires, on a besoin de ces équipes-là. Ouais, qu'on voit souvent dans les Coupes de France, Coupes d'Angleterre. On Coupe a besoin de d'Allemagne. voir le Calais qui fait, En qui fait, fait tomber tout le monde. Alexandre, On ce a qu'on besoin- dit, on veut que c'est à Saint-Laurent aille en demi-finale. Moi, je dirais pas non à des histoires On comme veut c'est à ça. Saint-Laurent en et- demi-finale. Voilà. Bref, on va suivre ça de près, c'est sûr. Mais pour ce moment-là, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Je suis sûr qu'on peut jaser du foot toute la journée, mais on va être de retour avec toutes les actualités, les entrevues, etc. C'était un énorme plaisir d'être là pour notre épisode pilote du Bouclier canadien. Et j'ai hâte à bientôt. Merci les deux. Et on se voit tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Salut tout le monde.